Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. En ce lundi, je suis accompagné de Chris Singleton. Salut Chris. Hello everybody. Salut. Bonne année, on ne sait pas encore Ça c'est vu vrai. de l'année. Bonne année, bon anniversaire. C'est vrai, je suis né le 1er janvier. Je sais. Bien vu. Il est fort, il est fort. Bon, eh bien, perdons pas de temps. Allons-y, on va parler des Clippers. Pour commencer, on parlera un petit peu aussi du All-Star Game qui approche et notamment le choix des remplaçants. Et puis on finira aussi un petit peu sur Derrick Rose évidemment, puisque son maillot a été retiré ce week-end du côté de Chicago. C'est parti pour les Clippers qui nous ont encore une fois montré, pas plus tard que cette nuit, qu'ils sont en train de marcher sur l'eau avec une nouvelle victoire de plus de 30 points, 37 points exactement contre les Nets. Ça leur fait un 8e succès sur les 10 derniers matchs, un 15e sur les 18 derniers. Bref, les Clippers sont l'équipe qui a un peu à la hype en ce moment, malgré un début de saison tout à l'inverse, qui avait vraiment été poussif. Qu'est-ce qu'il faut penser finalement des Clippers, Chris Écoute, on va prendre les choses dans l'ordre. C'est vrai que le début de saison des Clippers était catastrophique, pour le moins qu'on puisse dire. Surtout qu'ils n'arrivaient pas à gagner à domicile. Oui. Donc, je crois qu'ils avaient perdu 8 matchs de suite. Ouais. Voilà, C'est dommage, dans une aussi belle salle en plus. Oui, donc l'investissement, il paraissait un peu juste. Ouais. Donc c'est vrai qu'on comprenait pas trop, parce qu'il y avait quand même du beau monde dans cette équipe. On avait des All-Stars, on avait Zubac qui faisait probablement une de ses meilleures saisons. Ça avait été un peu renforcé en plus, avec du Brook Lopez. Voilà, Brook Lopez, Collins, tout ça, c'était censé te faire du bien. Mais Kawhi Leonard s'est blessé. Donc, c'est toujours toujours le même engain. Kawhi Leonard est quand même un joueur de franchise. Et puis, on l'a fait venir aux Clippers pour éventuellement débattre pour un titre. Mais ce qui n'était pas le cas, parce que l'association avec Paul George n'a pas fonctionné du tout, mais du tout. Ils ont passé très peu de temps sur le terrain ensemble. Donc, dans l'évolution, on savait parfaitement bien que Kawhi Leonard était un roué essentiel dans cette équipe. Bien sûr. Et, mine de rien, il revient et ça commence à gagner. Non seulement ça commence à gagner, mais ses stats sont éclatants. Il a été à 40 points de moyenne pendant une semaine. Il était, et puis il a poussé cette équipe de Clippers. Il a permis aux gens un peu de commencer à y croire. Jusqu'au moment qu'on regarde le classement et on se dit, le chemin est long. C'est ça, c'est qu'il y avait vraiment du retard. Hein. Les Clippers ne sont que 10e finalement, malgré cette belle série de victoires. Ils sont loin en plus, par exemple, des Warriors. Alors, les Warriors ont perdu Jimmy Butler, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais là, ils sont toujours dans un bilan négatif de 21 victoires pour 24 défaites, alors que les Warriors, qui sont 8e, donc, sont à 26 victoires et 21 défaites. Donc, même si ça continue dans ce sens-là, il va falloir encore sacrément gagner pour peut-être espérer un top 6, mais ça paraît Non, loin. Je ne pense pas qu'il faut réfléchir comme ça. Il faut dire, quand tu es aussi catastrophique que ça, quand le bilan est aussi catastrophique que ça, que tu vois un petit lumière en haut, tu te dis, ça, c'est le play-in. Oui, ça, c'est la petite lumière. On est d'accord. Donc, il faut grimper vers la petite lumière, en sachant que même si c'est que du play-in, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, mais tu revis en play-off. Au play-in, voilà, ça dépend comment on regarde les choses, mais pour moi, une fois que tu es play-in, oui, donc voilà, play-in avec l'équipe qui possède, avec les joueurs qui possèdent, une série, le play-in avec James Harden, Kawhi Leonard en forme, Zubac, qui continue à dominer dans la raquette, Brook Lopez, il t'amène son expérience. Et Collins, malgré tout, sans faire de bruit, il fait une bonne saison pour John Collins. En fait, les Clippers, on l'avait vu notamment dans les playoffs la saison dernière,
avait manqué un peu de taille finalement. C'était Ben Simmons qui avait terminé en poste 4. Là, c'est vrai qu'avec John Collins, c'est un vrai poste 4 et qui amène aussi de l'adresse parce qu'il tire à 3 points. Pareil pour Brook Lopez aussi. Pareil même pour si Brook c'est Lopez. Pas encore une adresse parfaite. Non, mais on sait qu'il peut le faire. Tu n'as pas besoin, une fois qu'on arrive à ce stade de la saison, vous n'avez pas besoin qu'il fasse pendant 80 matchs. Ouais. On est en train de parler de 2-3 matchs, après 4-5 matchs. Donc, il suffit que les joueurs touchent son prime dans la saison pendant cette période-là. Ouais, c'est ça. Mais la question qu'on aime bien se poser quand même à chaque fois, parce qu'on les a vus les retours de Kawhi, on les a vus les espoirs autour des Clippers, est-ce que là il faut encore vraiment y croire? C'est Tyronn Lue qui disait, là j'ai un Kawhi qui joue en mode playoff. Parce que, admettons, c'est les play-in, mais après, il faudra voir jusqu'où les Clippers peuvent aller. Et toi qui disais que, justement, c'est pour un titre, quand même, que Kawhi est venu dans la Cité des Anges. Est-ce qu'on peut vraiment y croire ou est-ce que ça ira? Par exemple, je pense à l'année dernière, on parlait des playoffs, justement. Ils avaient très bien fini. Je crois qu'ils finissent 6e à l'Ouest. C'est dommage parce que ça passe presque, mais finalement c'est que le premier tour, ils perdent 4-3 contre je ne sais plus qui d'ailleurs, contre Denver en match 7. Est-ce que ça peut aller vraiment plus loin cette année? Moi, je ne pense pas. Voilà, je vais dire les choses comme ils le sont. Ce que j'ai devant moi, je vois la remarquable réaction de Kawhi, des Clippers en fonction de sa santé. Pour moi, le problématique qui va être, on a tellement besoin de lui. On l'a fait jouer un back-to-back. C'est un joueur qui donne des efforts, qui joue des minutes majeures, 40-45 minutes par match quand il joue, et qui prend l'équipe sur son dos, qui donne énormément d'efforts physiques. Qu'est-ce qui va être le résultat de tout ça? Là, il l'a envoyé à la maison pour se reposer. Mon avis, le genou... oui, on l'a vu, il s'est arrêté 8 jours, je crois. Oui, il s'est arrêté 8 jours. Mais pour moi, c'est ça le problématique. On ne peut pas... C'est comme Joel Embiid. Je compare les deux. On sait qu'ils ont des problèmes physiques. On sait que leurs équipes ont besoin. Philly est moins dramatique que les Clippers, mais ils jouent pour quelque chose en haut. Donc, ils sont obligés de le faire jouer parce qu'il est tellement impactant. On l'a vu, quand il va bien, Embiid, c'est 30 points et 15 rebonds. C'est un monstre. Chez les Clippers, Kawhi Leonard, quand tu as Kawhi Leonard au top, tu n'es pas la même équipe. Donc, avec James Harden qui peut faire ce qu'il fait, pas forcément mettre 35-40 points, mais jouer avec ses coéquipiers. Donc, faut juste que ça tienne. Il faut que ça tienne, sinon, pour moi, c'est play-in. Il faut viser cette ligne-là. Essayer de gérer au mieux Kawhi Leonard, s'il faut le gérer, et puis basta. Parce qu'il est quand même en train de nous rappeler que c'est un excellent joueur, ne serait-ce que là, par exemple, avec quelques stats, il avait annoncé qu'il tirerait plus à 3 points, il le fait, je crois que c'est 9 tirs à 3 points par match depuis janvier, 40% de réussite. Au lancer franc aussi, c'est 94%. Voilà, ça reste le joueur. On connaît Kawhi Leonard quand il avait amené le titre à Toronto. C'était un des joueurs les plus forts de l'NBA. S'il est en bonne santé, ça reste un des plus forts joueurs de l'NBA parce qu'il joue, parce qu'il défend, parce qu'il remplit toutes les cases de stats. Plus il est clutch. Donc, on aimerait bien enfin le voir. On aimerait bien voir le Kawhi Leonard qui était chez les Raptors, tout ça. Les Spurs aussi. Les Spurs aussi. Donc, avant que tous ces problèmes physiques ont commencé. On se rappelle, ça paraît loin, qu'il y a eu Chris Paul dans cette équipe en début de saison. Alors, on n'a jamais trop su ce qui s'était passé, pourquoi il avait été coupé.
Certains disaient quand même que lui avait été un petit peu néfaste dans le vestiaire. Est-ce que selon toi, finalement, on avait aussi trouvé que ça avait été assez violent quand même d'avoir coupé un joueur aussi important pour la franchise avec autant d'expérience. Est-ce que pour toi, finalement, ça a l'air d'être un choix payant pour les Clippers? De toute façon, moi, je suis vieille France, où il y a fumée, il y a feu. Donc, avec Chris Paul, il était connu pour quelqu'un qui amenait, qui parlait beaucoup dans le dos des gens. Devant vous, c'était un béni oui-oui. Derrière, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, je pense que Chris Paul a tout simplement traversé la ligne. Et ça devait être très lourd dans le vestiaire, mais c'était néfaste. On ne pouvait pas... Le bénéfice ne valait pas la peine. On a l'impression de comprendre un petit peu avec les résultats. Oui, tous les joueurs avaient un problème. Même si lui a aussi sûrement. Oui, puis il n'apportait pas sur le terrain ce qu'il fallait. Non. Donc, partant de là, il se prenait pour un coach. Ty Lue, évidemment, et surtout Jeff Van Gundy, qui était responsable de certaines choses. Chris Paul dit il faut faire autrement. Le conflit, le clash est venu de là. Donc, il fallait que, on met la ligne rouge. Chris Paul l'a dépassé. Donc, changement de cap. Je pense que c'était, pas mal de tout de faire ça à ce moment-là. Parce que ça a permis parce qu'on parlait trop de ça. Donc, Ty Lue était un peu mentionné dans les paris. Donc, on a brossé ça vite fait en dessous la moquette. Moi, je trouve qu'il s'affirme quand même, Ty Lue, depuis là, ça fait je sais plus combien de saisons, mais il a souvent été décrié, même quand il était coach des Cavs. C'est quand même un coach important de la NBA. C'est un coach important parce qu'il a eu, à partir des Cavaliers, où il avait une relation très, très serrée avec LeBron. Après, avec les Clippers, on sent que c'est... il a le respect parce que c'était un joueur qui avait quand même une certaine importance dans l'NBA. Peut-être pas une star, mais bon, il était quand même... Ça s'appelle un player's coach. Donc, il est proche de ses joueurs. Ce n'est pas forcément un grand tacticien. Et puis, il sait gérer les choses comme Kawhi Leonard. Il sait gérer les choses. Il est quand même depuis 2020 coach aux Clippers. C'est quand même une belle... ça fait quand même un petit moment. Est-ce qu'on peut citer quand même Nico Batum, qui est aussi à l'image des Clippers, qui est revenu à son niveau alors, c'est toujours le Nico qu'on connaît, à qui on demande la même chose, ce glue guy qui remplit un petit peu toutes les cases, surtout en défense. Il est revenu, on le voyait un petit peu moins en début de saison. Oui, on avait besoin justement de ce genre de joueur, le glue guy qui ne cherche pas les stats, qui s'en fout s'il met 2 points, 0 points, tant qu'il est en train de poser des écrans, créer du jeu, avec sa capacité de mettre des shoots à 3 points. Il déplace la défense. On est obligé toujours de savoir où il est sur le terrain. Ça permet de l'espace à Kawhi Leonard et James Harden, Zubac à l'intérieur. Donc, il est devenu un spécialiste. C'est ça. À 37 ans. À 37 ans, il va dans le coin, il espace le jeu. Il ne aventure pas. Il sait qu'il n'est pas utile. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui remplissent ce rôle-là. Donc, je trouve ça très digne d'un joueur de cette expérience-là, accepte ce rôle de l'homme peut-être par moments oublié, mais qui a une telle importance dans le jeu que c'est criant. Il aime tellement ça. Enfin voilà, en tout cas les Clippers, quand on entend tout ça, on se dit quand même qu'il y a quelque chose à faire. Oui, parce qu'il y a Kawhi Leonard, il y a James Harden, il y a Zubac, il y a Collins, il y a Brook Lopez. Donc tu te dis, mais comment ils ont fait pour être là? Bon, maintenant, c'est mission.
Mission. Voilà, mission jusqu'au moins jusqu'à la fin de saison régulière. Voilà. Et puis on c'est d'arracher un play-in. On refera un bilan une fois que ce sera sûrement le play-in ou le play-off. Bon, on a du pain sur la planche, Chris, parce que on a des remplaçants pour le All-Star Game à désigner. Je vais te donner cette lourde tâche que la NBA va aussi avoir à faire. Enfin, les coachs vont devoir donner d'ici la fin de semaine. Alors, pour rappel, on va déjà rappeler qu'il y a les titulaires donc, qui sont sortis. Rappelle aussi qu'on doit former 3 équipes, 2 équipes américaines, 1 européenne, et qu'il y a déjà pas mal d'Européens, de joueurs non américains d'ailleurs, parce que c'est tous les étrangers. Donc, Stephen Curry, Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Jalen Brunson et Jalen Brown sont les Américains qui sont déjà sortis. Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama et Nikola Jokic sont les étrangers, du coup, reste du monde déjà sortis. Il nous faut 7 remplaçants dans chaque conférence et donc 3 étrangers et 11 Américains. Ça en fait du calcul. Est-ce que déjà là, tout de suite, et on va le faire du coup en live, est-ce qu'il y a des joueurs selon toi qui là méritent tout de suite une sélection en tant que remplaçant? Oui, dans l'Ouest, on va commencer avec l'Ouest. Je pense que c'est important de souligner qu'il y avait beaucoup de candidats. Ah oui, comme tous les ans. Aucun choix n'est un choix où on peut dire c'est pas possible. Donc déjà, Anthony Edwards, pour moi, il aurait dû être dans le 5. Mais bon. Ok. T'aurais enlevé qui parce que... Steph Curry. Ok. C'est plus le temps aux nostalgies. Hein. Non, c'est sûr. Et c'est sûr qu'Anthony Edwards mérite aussi sa place. Donc, Anthony Edwards à l'Ouest, très bien. Ça nous en fait plus que 6. Oui. Est-ce qu'il y en avait d'autres, selon toi, qui méritaient Oui, Avdija de Portland. Très bien. Je trouve qu'il a fait une saison All-Star. L'Israélien. Tout simplement. Ouais, c'est quand même assez surprenant de le voir aussi haut. Non, parce qu'il nous a montré déjà cet été, à l'Euro, qu'il avait vraiment progressé. Et depuis le début de saison, il est impactant partout. Il porte cette équipe de Portland qui, leur bilan, n'est pas étrangère à ça. Donc, jour d'impact, jour d'All-Star, pour moi. Ça mérite. Il mérite évidemment. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je pense peut-être à Kevin Durant ou... Attends, vas-y, je te laisse. On va mettre LeBron. Ah, alors justement, ça c'est un des plus gros débats. Non, mais il faut mettre LeBron. Déjà, on a fait ça depuis tous les temps dans le basket. En sachant... LeBron au All-Star Game. Non, presque. Hein. Proposer des cadeaux à des joueurs qu'on sait... on ne va plus les voir au All-Star. Et je pense que LeBron, cette année, à 41 ans, le stat qu'il prend, l'impact qu'il a toujours sur le jeu, pour sa carrière, tu vois, là, l'All-Star Game... Oui, c'est aussi ça, le All-Star Game. Non, mais l'All-Star Game, c'est tellement pas un match de basket sérieux si qu'il faut... si on ne peut pas faire des gestes comme ça, comme LeBron, si tu n'as pas une légende qui le mérite, je dirais, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, c'est pas bien. Ok. Donc LeBron, pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. James pour moi. Rejoint donc les Américains. Et donc, il te reste encore que 5 joueurs à l'Ouest. Kevin Durant, tu l'avais... En parlant de légende, je pense que celui-là... Non, mais même les légendes, il a toujours... c'est toujours un des meilleurs scoreurs de l'NBA aujourd'hui, à 36 ans, 37 ans. Je ne sais pas, qui est dans une équipe qui gagne. Donc, à partir de là, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est un All-Star, voilà. C'est toujours le même problème, mais tu nous donnes pas trop de joueurs à l'Est. Parce que d'ailleurs, Avdija, du coup, est aussi un joueur de l'Ouest. Ouais. Donc, écoute, on va regarder en haut du classement. Jalen Duran. Pour moi, est un All-Star. Voilà, il est impactant, il est roi du racket. Il a vraiment progressé dans ce domaine-là, où il est devenu un joueur en attaque fiable. Défensivement, c'est une force, protection du cercle, c'est une grande force. Oui. Et ça récompense évidemment
la saison des Pistons, avoir deux joueurs au moins sélectionnés. Tout à fait. Ça paraît tout à fait normal. Très bien. À l'Est encore, hein, il va en falloir d'autres. Est-ce que tu as d'autres noms c'est sûr qu'il y a Donovan Mitchell, qui, malgré la saison un petit peu poussive des Cavs, lui surnage comme souvent. Oui, ça reste un des meilleurs attaquants. Voilà. Quand son équipe, c'est vrai qu'on ne le met pas automatiquement parce que les Cavs, ils sont pas au top. Ouais. Donc, je pense que lui, il mérite largement avec son coéquipier Mobley. Evan Mobley. Qui s'est bien relancé aussi début de saison. Tout à fait. On se demandait où il était le meilleur défenseur de l'année dernière. Oui, mais il s'est blessé en début de saison, donc ça l'a ralenti un peu. Ouais. Mais il est redevenu une force dans cette équipe. Très bien. Donc les Cavs restent présents dans cette conférence Est. Est-ce que tu veux que je te donne quelques noms comme ça pour t'aider ? On a qui devrait pouvoir candidater Scottie Barnes pour un petit peu quand même aussi féliciter la bonne saison des Raptors. Karl Anthony Towns. Non. Non, toi c'est sûr que non. Alors Duren, Scottie Barnes, oui. Et Scottie Barnes, oui. Oui, je trouve qu'il n'est pas étranger au classement de Toronto. Oui. Il fait vraiment une belle saison avec une bonne progression dans tous les domaines, dans tous les aspects basket. Donc, largement mérité. Il est encore jeune. Bon, alors ça peut se départager avec Brandon Ingram, peut-être qu'on le mettra d'ailleurs, mais on va voir. Donc, Karl Anthony Towns, non. On a du Devin Booker avec le renouveau aussi des Suns. Oui, absolument, positif. Sûr, parce qu'à l'Ouest, attention, après, il ne reste plus grand-chose. Hein. Sachant qu'il te faut encore au moins 2 étrangers. Pourquoi au moins ? Parce que la blessure de Giannis va peut-être pousser la NBA aussi à prendre un 4e étranger. Dans les étrangers... En étranger, on a du Sengun, du Jamal Murray, du Markkanen, non ? Markkanen, voire Siakam, s'il faut de l'Est. Non, Siakam... C'est compliqué de... Ce serait plus un peu aussi pour la saison dernière. Mais... Sengun, oui, automatique. Ouais, même si on peut encore attendre plus de ce joueur. Non, il est au niveau All-Star. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, on commence à y voir un peu plus clair. Je suis en train de le faire en même temps. Il faut combien d'étrangers ? Il nous en faudrait au moins un autre. Markkanen. Ouais. Très bien. Très impactant. Dans une équipe, oui, c'est vrai qu'ils sont capables de nous sortir un petit peu de basket. C'est une jeune équipe, mais lui, il reste à flot. Il est dominant. Ouais. Donc, il est dominant et c'est un joueur que j'aimerais voir au All-Star. Voilà, il a le jeu académique, mais il a le jeu All-Star aussi. Spectaculaire. Ouais, je comprends. Je crois qu'il t'en reste encore un à l'Ouest. Attends, Edwards, LeBron, KD, Avdija, Sengun, Markkanen. On est à 6. Booker. Devin Booker. Je trouve qu'il le mérite largement. Oui. Parce que il a déjà j'aime le fait qu'il est resté sur le navire. C'est lui le face du franchise. L'expérimentation au Big Three, ça tombait à l'eau. Excellent choix du coach qui lui a mis devant ses responsabilités, lui a donné les clés du camion. Et puis, je trouve qu'il est digne, même s'il a quelques problèmes de blessure. Il fait une saison impactante. Bien sûr. Bon, alors à l'Ouest, on est bon. Il en manque encore 3 à l'Est. C'est compliqué de les sortir. Qu'est-ce que je peux te proposer ? On a du Paolo Banchero. No. Ah, mais tu vas être obligé de prendre Il est italien, lui. Oui. Du Brandon Ingram. Norman Powell ou Bam Adebayo à Miami, même si on va mettre Bam. Bam. Oui, je trouve qu'il fait une bonne saison. Oui. Il est peut-être un petit peu en dessous, mais ça reste évidemment la valeur sûre en Floride.
Et puis, alors si on va dans les équipes un peu plus basses, Michael Porter Jr. ou Josh Giddey. Non. Siakam. Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Je vais recompter, hein, mais 1, 2, 3, 4. Ouais, on est à 5. À l'Est, 2, 3. Ouais, c'est bon pour l'Ouest. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Et c'est pour ça que Karl Anthony Towns reste quand même un joueur probablement qui devrait être choisi. Ouais, on va mettre 4. Ouais. Oui, même mais je comprends. Si je le fais en reculant. Je comprends ta déception. Je le fais en reculant. Et oui, c'est quand même pour l'instant la grosse déception à l'Est. Ouais. Et puis, on attend beaucoup mieux de lui et on parle d'ailleurs peut-être d'un trade plus rapide que prévu à New York. Hein. Ouais, allez, dans l'Est, parce que le classement veut qu'on regarde bien cette équipe-là, je mettrais du Brandon Ingram. J'avais oublié, il y a Derrick White aussi. Hein. Ah oui. Est-ce qu'il ne mériterait pas aussi? Si, il méritera, parce que Boston est deuxième aujourd'hui. Oui. C'est ça. Non, Derrick White. Plus que Ingram. Bon, les deux auraient mérité. Oui, mais bon. Juste pour faire chier Fred, je vais mettre Derrick White. Salut Fred. Voilà, on a notre. Voilà, on a bien bossé. C'est pas si simple, si compliqué ou si simple. Non. Est-ce qu'il y a des oubliés du coup Alors à l'Ouest, on a parlé justement d'Harden et de Kawhi. Pour l'instant, ils seraient sortis. Oui, Kawhi parce que. On peut encore changer, Chris, si tu penses. Oui, non mais. T'as la liste là devant toi à l'Ouest. Et alors on a donc Harden, Kawhi, Austin Reeves, pourquoi pas, et Jamal Murray aussi, qui est en train de porter un peu Denver là sans Jokic. Est-ce que tu veux changer ou on reste là-dessus? Non, je reste là-dessus. Et de toute façon, il y aura des oubliés. Hein. Toujours, non mais c'est pour ça là, c'est intéressant donc, de voir. À partir de là, voilà. Donc, tu punis un peu le mauvais début de saison des Clippers justement, même si on en a dit du bien. Oui. Et puis, le seul que c'est vrai que James Harden, je pourrais presque utiliser le même raisonnement qu'avec LeBron. C'est James Harden, c'est quand même une institution en NBA. C'est un joueur qui a le jeu All-Star, ça c'est vrai. Oui, je te vois hésiter. Ouais. Comme tu veux, écoute, on peut enlever du monde, un Booker. Alors, les étrangers, ça va être compliqué de les enlever parce qu'après, il va nous en manquer. Non, on va laisser ça comme ça. Allez. On part là-dessus, on va voir. On part là-dessus. Dites-nous si vous êtes d'accord, justement, avec Chris. Yes. Et puis, on verra la réponse. Je crois que c'est dimanche prochain. La désignation finale. Donc, on va voir. Il y aura aussi l'histoire des blessés, comme on l'a dit. Avec on va voir. Donc, ça reste en suspens. On termine avec Derrick Rose, quand même, qui nous a encore une fois émus. C'est un peu, finalement, la ligne directrice de cette carrière, qui est peut-être l'un des plus grands what-if, comme on dit, de la NBA. J'avais noté quelques dates marquantes de sa carrière, et puis tu me diras peut-être celle qui, toi, t'as le plus marqué. 26 juin 2008, donc il est drafté par Chicago, sa ville de naissance, c'est quand même beau. Le 22 avril 2009, donc quasiment un an plus tard, il est déjà rookie de l'année. Le 22 janvier 2010, il inscrit, je ne sais pas si tu te souviens forcément de cette image, ce dunk sur Goran Dragic, qui est peut-être la plus belle action de sa carrière. On l'a vu hier. On l'a vu hier. Voilà, le dunk vraiment avec le ballon derrière et les deux mains, c'est vraiment son dunk signature. Le 3 mai 2011, il devient le plus jeune MVP de l'histoire, à seulement 22 ans, avec 25 points de moyenne. Le 28 avril 2012, évidemment, on ne peut pas passer sa carrière sans cette blessure au ligament croisé lors du premier match des playoffs. Et puis il est revenu, alors évidemment peut-être pas au niveau dont on attendait, mais le 8 mai 2015 avec un game winner, on peut peut-être penser à cette action où là il est vraiment revenu très haut face aux Cavaliers, donc c'était au playoff demi-finale de conférence des playoffs 2015. Et puis, ça c'est évidemment redescendu, mais il y a eu le 31 octobre 2018, c'est 50 points lorsqu'il a évolué avec les Wolves contre le Jazz. Qu'est-ce qui, toi, a le plus marqué s'il y avait un événement dans sa carrière? C'est vrai que quand il était élu MVP à 22 ans, on s'est dit
on a vraiment un joueur qui va régner sur l'NBA, qui montre que tout le talent qu'il a, et puis avec ses associations avec Chicago, sa ville, il avait fait renaître Chicago. Il avait fait renaître Chicago Jordan. parce que tout le monde s'identifiait avec lui. Ouais. Parce que c'est un garçon qui est sorti de la rue, de la pauvreté, des gangsters, de plein de choses. Donc il représentait bien cette ville de Chicago. Évidemment, il y a le tragique accident de genou, qui a stoppé un petit peu dans sa route. Donc voilà, il y a ces événements-là, mais c'est vrai que le plus récent, quand il avait mis les 50 points... il revient souvent. Il revient souvent. C'était tellement émouvant. C'était émouvant, parce que là, on a vu, peut-être parce que ce soir-là, son genou lui faisait pas mal, c'était un alignement de choses qui nous a rappelé quel jour il était et quelle capacité il avait de dominer la raquette. Est-ce que tu penses que sans cette blessure, il aurait pu gagner un titre, sachant quand même qu'il était dans la conférence d'un LeBron régnant et tout puissant, que ce soit à Miami ou... Au moins, il aurait été dans le débat, parce que je pense que c'est un joueur qui avait un tel impact, une telle influence sur la décision, qu'il sera capable avec sa technique, sa capacité de sortir des gros matchs, son envie, son arme, qui montrait cette compétiteur qui voulait juste gagner. Donc la réponse est oui, je pense que... Ok. Sachant qu'il y avait une équipe, on oublie peut-être, mais les Joachim Noah, les Taj Gibson, les... Tout à fait, il y avait un très bon coach. Et un très bon coach. On citera pas son nom. Mais non. Non, mais il est quand même souvent là, Tom Thibodeau. Thibodeau, non, c'était excellent parce que Tom Thibodeau correspondait à la mentalité de Derrick Rose. Et Tom Thibodeau, il reconnaissait la valeur de Derrick Rose. Et il a poussé dans ce sens-là. Moi, il me fait penser aussi un peu, alors pas forcément dans le jeu, mais à Allen Iverson, qui a eu une carrière aussi un petit peu troublée et qui n'a jamais gagné de titre, mais qui a marqué des générations. Oui, tout ça, pour les raisons différentes. Oui, bien sûr. Iverson, c'est vrai que sa fin de carrière était triste. Ouais. Derrick Rose... Après, les deux ont un peu eu ce côté de tomber dans la dépression. Non, mais ils ont tous les deux, je pense, pas su faire quelque chose en dehors du basket. C'était tellement... Depuis qu'ils étaient tout petits, ils rêvaient de ça. Ils se levaient le matin quand ils mettaient les pieds par terre en pensant au basket. Quand ils se couchaient la nuit, ils pensaient au basket, quand ils se couchaient. Et puis, Derrick Rose, quand tu le vois assis sur le banc d'Enix, tu dis, bon... il y a des moments compliqués aussi. Il y a des moments compliqués, donc je trouvais cette cérémonie mouvante. Parce qu'il le méritait. On finit. J'avais un petit quiz maillot retiré. Toi qui, vu que les quiz du dimanche, les quiz pourris de Rémi te manquent, je me suis dit... Qui me pourrit la vie, oui. Non, tu vas voir, c'est pas compliqué. Est-ce que tu sais quel est le joueur, regarde pas, quel est le joueur qui a le plus son maillot retiré dans le plus de franchises? C'est pas simple. Ah non, c'est pas simple. Wow. Non. Non, ça vient pas. Non, ça vient pas. Il y avait un petit piège parce que c'est Bill Russell qui en 2022 s'est vu retirer son maillot dans toutes les franchises, donc dans les 30 franchises. Question piège, mais c'est pas vrai. Ça sort du quiz du dimanche soir, du SNL. J'étais pas du tout. C'est la NBA du coup qui avait choisi. Comme Bill Russell a joué pour une seule équipe. Oui, mais vu que c'était lors de son décès, la NBA pour lui rendre hommage. D'accord. Je pense qu'il le mérite. Oh, bien sûr, évidemment. Et sinon, dans la plus logique, il y en a 3 qui ont leur maillot retiré dans 3 franchises. C'est Chamberlain, du coup, avec les Sixers, les Lakers et les Warriors. Le Shaq. Avec le Heat, le Magic et les Lakers, et Pete Maravich avec les Hawks, le Jazz et les Pelicans, où il n'a jamais joué,
Mais c'est vrai quoi. Ouais. Il a joué en université. Maravich, je me souviens très très bien de lui. C'est un joueur qui avait un tel talent avec la manipulation du ballon. Je le suivais depuis LSU. Et ben voilà, et c'est donc pour ça qu'il a son maillot retiré aux Pelicans alors qu'il n'a jamais joué dans cette franchise. Donc je mérite d'avoir des points en plus. Allez, je te donne ton premier point. Michael Jordan a son maillot retiré dans 2 franchises. Oui. Lesquelles? Évidemment Chicago. Évidemment, il n'y avait pas de piège. Et Washington. Et non, il y avait un piège ici justement, puisqu'il a joué à Washington mais n'a pas vu son maillot retiré. Oui. Charlotte. Non plus. UNC. Non, c'est bien une franchise de NBA, c'est Miami qui a décidé de retirer son maillot, Pat Riley plus exactement, en 2003 lors de son dernier passage, en hommage, encore une fois. Ouais. Voilà, il s'est accordé ce petit... J'aime pas trop ça. T'aimes pas trop ? Non. Est-ce qu'il mériterait pas non plus qu'on lui retire son maillot dans toutes les franchises ? On va le mettre dans tous les salles, comme Bill Russell, comme ça. Et voilà, c'est ça. Peut-être, on verra. Comme ça, c'est propre. Et c'est arrivé à un autre joueur. Un joueur très connu. Oui. Qui lui ressemblait un peu. Kobe. Qui s'est vu retirer son maillot par quelle franchise lors de son décès? Les Lakers. Non, alors ça, c'était déjà le cas. Ouais. Mais suite à son décès, il y a une franchise qui a décidé de le retirer. Bon, c'est pas si simple que ça. Ouais. Dallas, avec Mark Cuban qui avait décidé ça. Ouais. Et autre petite qu'on connaît quand même de Kobe, non, il y a un truc au niveau des maillots retirés, ça te dit pas quelque chose? Des numéros différents. Eh oui. Oui. C'est un des seuls joueurs à avoir 2 numéros retirés aux Lakers, le 8 et le 24 évidemment. Quel joueur a pour le moment, je dis bien pour le moment, refusé qu'on lui retire son maillot? Il est actif? Non, il est plus actif. Depuis un petit moment. Plutôt années 90. Ça fait loin, ça. Oui, ça fait loin. C'est une histoire de changement de franchise. Il refuse, pour l'instant, tant que la franchise n'est pas revenue à Seattle. Kevin Durant. Non. Gary Payton. Allez, je te le donne. Celui-là. Oui. Voilà, c'est assez marrant. Et une personnalité qui n'a pas de rapport direct avec le basket, c'est une personnalité qui a son maillot retiré. Alors, je sais même pas quel numéro, mais il a un maillot retiré. Regarde pas, hein. Non, mais je regarde. J'ai pas mes lunettes. Une artiste. Un artiste, ouais. Ouais. Un chanteur. Un chanteur. Un rappeur. Un rappeur. Oh là là. Ça s'approche. Drake. Ah non. Ça aurait pu, c'est vrai. Ça aurait pu être, Toronto, ça aurait pu. Un peu plus old school. Snoop. Ouais, encore un peu plus. Du côté de la côte Est. Ouf. Non, Notorious Big. Notorious Big, Au Nets, du coup. D'accord. Et puis, dernière petite question, mais tu t'en sors pas trop mal. Quelle franchise n'a aucun maillot retiré? Et c'est la seule de la NBA pour l'instant. Et la boucle sera bouclée, petit indice. La boucle de ce podcast. La boucle de ce podcast. Au pif, Denver. Non, les Clippers. Les Clippers, ouais. Voilà, on avait commencé par les Clippers, on finit par les Clippers. Ouais, le boucle est bouclé. Bon, c'est bien, ça t'a... Non, ouais, non, mais... Les quiz, t'es... Ouais, non. Finalement, c'est pas plus mal que le SNL, il n'y a plus de quiz. Oui. Bon, merci beaucoup, Chris. Thank you. Merci à vous de nous suivre. Jouez aussi chez vous ce petit quiz. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode. Et puis, entre-temps, NBA Extra tous les jours, évidemment. Tous les jours. Sur YouTube aussi. Allez, à bientôt. Salut. À bientôt.